Le 15 mars 1999, Jean-Luc Moreau, un guide de grotte expérimenté de 38 ans, originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, entreprit ce qui deviendrait sa dernière expédition dans les profondeurs mystérieuses du réseau karstique de la grotte de la Pierre Saint-Martin, située dans les Pyrénées françaises, près de la frontière espagnole. Une caverne réputée pour ses galeries labyrinthiques et ses passages techniques, qui défient même les spéléologues les plus expérimentés. Jean-Luc, reconnu dans toute la communauté spéléologique européenne pour sa connaissance encyclopédique des systèmes souterrains et son habileté légendaire à naviguer dans les passages les plus étroits et dangereux, était respecté par ses pairs et adoré par les centaines de groupes d'aventuriers qu'il avait guidés en sécurité à travers les merveilles souterraines pendant 15 années de carrière sans incident. Ce matin de mars particulièrement froid, avec une température extérieure de 2 degrés D et une brume épaisse qui s'accrochait au sommet pyrénéen, Jean-Luc avait organisé une expédition spéciale avec un petit groupe de 5 amis spéléologues chevronnés, tous membres du club spéléologique de Toulouse, dans le but ambitieux de cartographier et documenter une nouvelle section de galerie récemment découverte lors d'une exploration préliminaire 3 semaines auparavant. Équipé méticuleusement de son casque Petzl avec lampe frontale haute puissance, de cordes statiques de Dissinator, de matériel d'escalade professionnel, de son équipement de sécurité comprenant détecteur de gaz et radio de secours, et surtout de son carnet de notes en cuir imperméable, où il consignait religieusement chaque détail de ses explorations depuis ses débuts, Jean-Luc pénétra dans l'entrée principale de la grotte à 9h30 précise, avec l'enthousiasme caractéristique qui l'animait à chaque nouvelle découverte. Cependant, après 6 heures d'exploration intensive dans les profondeurs de la montagne, alors que le groupe progressait dans un réseau de galeries particulièrement complexe, situé à plus de 400 mètres sous terre, Jean-Luc disparut mystérieusement et inexplicablement, s'évaporant littéralement sans laisser la moindre trace physique, dans un passage étroit où il était passé en tête de cordée seulement quelques minutes auparavant. Ses 5 amis, initialement convaincus qu'il explorait une galerie latérale et qu'il réapparaîtrait bientôt avec de nouvelles découvertes passionnantes, lancèrent immédiatement une recherche systématique de chaque recoin accessible, mais malgré 8 heures d'efforts intensifs et méthodiques, utilisant tous leurs équipements de détection et appelant son nom jusqu'à s'enrouer, aucune piste, aucun indice, aucun signe de sa présence ne fut découvert. Avant de continuer cette histoire, dites-nous en commentaire de quel pays et ville vous écoutez cette histoire. Les recherches officielles, immédiatement coordonnées par la gendarmerie de haute montagne de Pau et renforcées par les équipes spécialisées du Spéléo Secours français, mobilisèrent des moyens exceptionnels pendant 3 semaines consécutives, incluant des plongeurs spéléologues professionnels équipés de recycleurs pour explorer les siphons et lacs souterrains les plus profonds, des équipes de secours alpines expérimentées dans les sauvetages en milieu confiné, et des spécialistes en topographie souterraine utilisant des technologies de pointe comme des scanners laser 3D, des détecteurs de mouvements infrarouges, des caméras thermiques haute résolution et des systèmes de communication par ondes radio-basse fréquence capables de pénétrer la roche calcaire. Malgré cette mobilisation impressionnante de ressources humaines et techniques, qui représentait l'une des opérations de recherche souterraine les plus importantes jamais organisées dans les Pyrénées, aucune trace tangible de Jean-Luc ne fut découverte. Pas même un fragment de vêtement, une empreinte de botte, ou un élément de son équipement pourtant distinctif et facilement identifiable. Les 5 amis de Jean-Luc, profondément traumatisés par sa disparition inexpliquée et refusant d'accepter l'hypothèse officielle d'un accident fatal dans une zone inaccessible, organisèrent leurs propres expéditions privées hebdomadaires pendant des mois, explorant méthodiquement chaque galerie, chaque puits, chaque méandre du vaste réseau souterrain, avec une détermination frôlant l'obsession. Ces recherches privées révélèrent progressivement des éléments troublants que les équipes officielles avaient soit négligés, soit délibérément ignorés. Des marques d'outils modernes sur certaines parois rocheuses dans des zones supposées vierges, des traces de passages récents dans des galeries officiellement inexplorées, et plus inquiétant encore,
des installations électriques rudimentaires mais fonctionnelles, dissimulées dans des anfractuosités naturelles, suggérant une présence humaine, organisée et clandestine dans les profondeurs de la grotte. Des rumeurs persistantes commencèrent à circuler parmi la communauté spéléologique régionale, évoquant des phénomènes étranges observés dans la grotte de la Pierre Saint-Martin depuis plusieurs années. Des échos métalliques inexpliqués provenant des profondeurs, des lumières artificielles fugaces aperçues dans des galeries supposées désertes, des sensations de surveillance et de présence hostile ressenties par plusieurs explorateurs expérimentés, et des dysfonctionnements récurrents d'équipements électroniques dans certaines zones spécifiques du réseau. Ces éléments troublants, combinés à la disparition totalement inexplicable de Jean-Luc, transformèrent progressivement l'affaire en un mystère aux dimensions potentiellement sinistres, alimentant des théories de plus en plus élaborées sur l'existence possible d'activités clandestines dans les profondeurs de la montagne. 3 années s'écoulèrent dans une atmosphère de frustration croissante et de questions sans réponse, pendant lesquelles les amis de Jean-Luc, menés par son plus proche compagnon d'exploration Pierre Dubois et la spéléologue experte Marie-Claire Fontaine, maintinrent une vigilance constante et organisèrent des expéditions de recherche trimestrielles, documentant méticuleusement chaque anomalie découverte et constituant progressivement un dossier détaillé de preuves circonstancielles suggérant une activité humaine clandestine dans les profondeurs de la grotte. En mars 2002, exactement 3 ans après la disparition de Jean-Luc, lors d'une expédition commémorative organisée pour marquer ce triste anniversaire, le groupe d'amis décida d'explorer une section particulièrement reculée du réseau, une zone de galeries étroites et techniques située à plus de 600 mètres sous terre, dans un secteur que Jean-Luc avait mentionné dans ses dernières notes comme présentant des caractéristiques géologiques inhabituelles, méritant une investigation approfondie. C'est dans cette zone isolée, accessible seulement après 4 heures de progression technique à travers des passages exigeant des techniques d'escalade souterraine avancées, que Pierre Dubois fit une découverte qui allait transformer radicalement leur compréhension de la disparition de leur ami et révéler l'existence d'un secret beaucoup plus sombre et complexe qu'ils n'avaient jamais imaginé. Coincé dans une fissure étroite entre 2 blocs calcaires, partiellement dissimulés par des concrétions naturelles, mais clairement placés là intentionnellement, Pierre découvrit un petit sac étanche militaire de couleur kaki, du type utilisé par les forces spéciales pour protéger l'équipement électronique sensible, un objet qui n'avait manifestement rien à faire dans cette grotte supposée vierge de toute présence humaine récente. Le sac contenait des éléments qui glacèrent le sang des découvreurs. Le carnet de notes personnel de Jean-Luc, reconnaissable à sa couverture de cuir distinctif et à son écriture caractéristique, mais aussi un téléphone satellite militaire de modèle récent, une carte topographique détaillée de la grotte annotée de symboles incompréhensibles, et plus troublant encore, une série de photographies en noir et blanc montrant des installations souterraines artificielles, des couloirs bétonnés, des portes métalliques blindées et des équipements électroniques sophistiqués qui n'apparaissaient sur aucun plan officiel de la grotte. Ces découvertes suggéraient non seulement que Jean-Luc avait découvert quelque chose d'extraordinaire et de potentiellement dangereux, mais aussi qu'il avait eu le temps et la présence d'esprit de documenter ces découvertes et de cacher les preuves dans l'espoir qu'elles seraient un jour trouvées par ses amis, transformant sa disparition mystérieuse en une affaire aux implications potentiellement nationales. L'examen détaillé du contenu du sac révéla une réalité encore plus troublante et complexe que ce que les amis de Jean-Luc avaient initialement imaginé, transformant leur quête personnelle de vérité en une investigation qui touchait aux secrets d'État les plus sensibles de la République française. Le carnet de notes de Jean-Luc, bien que partiellement endommagé par l'humidité souterraine, contenait ses dernières observations écrites de sa propre main, décrivant avec une précision scientifique troublante la découverte progressive d'un complexe souterrain artificiel d'une ampleur considérable, construit manifestement pendant la guerre froide et apparemment encore en activité malgré les changements géopolitiques des dernières décennies. Selon ces notes détaillées, datées des jours précédant sa disparition, Jean-Luc avait découvert un accès dissimulé menant à un réseau de tunnels bétonnés,
d'installations électriques sophistiquées, de salles d'équipement électronique et de zones de stockage contenant du matériel militaire et des documents classifiés, le tout constituant ce qui semblait être un centre de commandement et de communication stratégique enterré profondément sous la montagne pyrénéenne. Les photographies trouvées dans le sac, prises avec un appareil professionnel et développées dans des conditions précaires, montraient des détails saisissants de cette installation clandestine. Des couloirs éclairés par des néons industriels, des panneaux de contrôle électronique avec des écrans affichant des données en temps réel, des cartes murales détaillées de l'Europe et de l'Atlantique Nord, et plus inquiétant encore, des symboles et insignes suggérant une affiliation avec des services de renseignement français et possiblement de l'OTAN. Le téléphone satellite, un modèle militaire crypté de dernière génération qui n'était pas disponible dans le commerce civil, contenait dans sa mémoire des numéros d'urgence codés et des messages partiellement effacés faisant référence à des protocoles de sécurité compromis et à la nécessité de neutraliser la menace civile, des termes qui suggéraient que Jean-Luc avait été identifié comme un risque de sécurité par les opérateurs de cette installation secrète. La carte topographique annotée révélait l'existence d'un réseau d'accès multiple à cette installation souterraine, certains naturels à travers le système de grottes, d'autres artificiels sous forme de tunnels d'accès camouflés dans la végétation montagnarde, suggérant une opération de grande envergure conçue pour rester invisible aux yeux du public et même des autorités locales. Ces découvertes transformèrent immédiatement la disparition de Jean-Luc d'un accident de spéléologie en une affaire d'État potentielle, impliquant des niveaux de secret et de sécurité nationale qui dépassaient largement les compétences et les moyens d'investigation d'un groupe d'amis spéléologues, mais qui expliquaient parfaitement pourquoi les recherches officielles avaient été si rapidement abandonnées et pourquoi certaines zones de la grotte avaient été subtilement mais systématiquement, évitées par les équipes de secours. Face à l'ampleur et aux implications potentiellement dangereuses de leur découverte, Pierre Dubois et Marie-Claire Fontaine prirent la décision courageuse mais risquée de contacter discrètement des journalistes d'investigation spécialisés dans les affaires de sécurité nationale, ainsi que des avocats spécialisés dans la protection des lanceurs d'alerte, tout en continuant leurs propres investigations clandestines, pour rassembler davantage de preuves sur l'existence et la nature de cette installation souterraine secrète. Leurs recherches approfondies dans les archives publiques et les documents déclassifiés révélèrent l'existence du projet Pyrénées, un programme militaire top secret initié en 1962 pendant la présidence de Charles de Gaulle, officiellement destiné à créer des centres de commandement souterrains de secours en cas de conflit nucléaire avec l'Union soviétique, mais qui avait apparemment évolué au fil des décennies pour devenir un réseau de surveillance et d'opérations clandestines, couvrant toute la région frontalière franco-espagnole. Les documents partiellement déclassifiés obtenus grâce à des demandes d'accès à l'information confirmaient la construction de plusieurs installations souterraines dans les Pyrénées entre 1962 et 1975, officiellement abandonnées après la fin de la guerre froide. Mais les preuves photographiques rapportées par Jean-Luc suggéraient clairement qu'au moins une de ces installations était non seulement encore active, mais avait été modernisée avec des équipements électroniques de pointe. L'investigation journalistique, menée par une équipe du journal Le Monde spécialisée dans les affaires de défense, révéla l'existence de la société Écran Pyrénées Sécurité SARL, officiellement une entreprise de maintenance d'équipements de télécommunications, mais qui était en réalité une façade pour des opérations de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, dans la région, avec des contrats gouvernementaux classifiés totalisant plusieurs millions d'euros par an pour des services de maintenance technique spécialisés, dans des installations stratégiques non spécifiées. Plus troublante encore, l'enquête révéla que Jean-Luc Moreau avait été discrètement surveillé par les services de renseignement pendant les 6 mois précédant sa disparition, après que ses activités de cartographie spéléologique l'aient amené à explorer des zones considérées comme sensibles par les opérateurs de l'installation secrète, et que sa disparition coïncidait avec une période de maintenance de sécurité renforcée,
selon des documents internes partiellement divulgués par une source anonyme au sein des services. Ces révélations confirmaient les pires craintes des amis de Jean-Luc. Leur compagnon n'avait pas été victime d'un accident, mais avait été délibérément éliminé pour protéger l'existence d'une opération clandestine qui continuait à fonctionner dans l'ombre, des décennies après sa création officielle, utilisant les grottes naturelles comme couverture parfaite pour des activités que le gouvernement français préférait maintenir secrètes, même vis-à-vis de ses propres citoyens. L'enquête journalistique approfondie, soutenue par les preuves irréfutables découvertes par les amis de Jean-Luc, déclencha une série d'événements qui ébranlèrent les plus hauts niveaux de l'État français et révélèrent l'existence d'un réseau d'opérations clandestines beaucoup plus vaste et sophistiqué que quiconque n'avait pu l'imaginer. Sous la pression médiatique intense et les questions parlementaires pressantes soulevées par l'opposition, le gouvernement fut contraint d'admettre officiellement l'existence d'installations militaires, héritées de la guerre froide, dans les Pyrénées, tout en maintenant que ces installations étaient inactives et en cours de démantèlement, depuis la fin des années 1990, une version officielle immédiatement contredite par les photographies de Jean-Luc montrant des équipements électroniques modernes et des activités récentes. L'affaire prit une dimension internationale lorsque des documents divulgués révélèrent que l'installation de la Pierre Saint-Martin faisait partie d'un réseau de surveillance européen coordonné avec les services de renseignement espagnols, britanniques et américains, dans le cadre d'un programme de surveillance des communications et de lutte contre le terrorisme qui opérait en marge des accords officiels de coopération internationale. La révélation la plus choquante vint de l'analyse des métadonnées du téléphone satellite de Jean-Luc, qui révéla qu'il avait été en contact avec des journalistes d'investigation et des organisations de défense des droits civiques dans les jours précédant sa disparition, suggérant qu'il avait l'intention de révéler publiquement ses découvertes et que sa mort avait été orchestrée pour l'empêcher de témoigner. L'enquête judiciaire officielle, ouverte sous la pression publique et confiée à un juge d'instruction spécialisé dans les affaires de sécurité nationale, révéla un schéma systématique d'intimidation et de surveillance de citoyens français qui s'approchaient trop près des installations secrètes, incluant des spéléologues, des randonneurs, des bergers locaux et même des fonctionnaires municipaux qui avaient de poser des questions sur certaines activités suspectes dans la région. Le témoignage de plusieurs témoins protégés, d'anciens employés de Pyrénées Sécurité SARL, qui acceptèrent de parler sous condition d'anonymat, confirma que Jean-Luc avait été identifié comme une menace de sécurité de niveau rouge après ses découvertes et qu'un protocole de neutralisation avait été activé pour l'empêcher de divulguer l'existence de l'installation. Un euphémisme bureaucratique qui masquait la réalité brutale de son assassinat planifié et exécuté par des agents gouvernementaux. Ces révélations déclenchèrent une crise politique majeure, avec des appels à la démission du ministre de la Défense et du directeur de la DGSE, et la création d'une commission parlementaire d'enquête chargée d'examiner l'étendue des opérations clandestines non autorisées menées par les services de renseignement français sur le territoire national. Le procès qui s'ensuivit, l'un des plus médiatisés de l'histoire judiciaire française moderne, révéla l'existence d'un État dans l'État, où des opérations clandestines étaient menées sans supervision parlementaire ni contrôle démocratique, utilisant des budgets noirs et des sociétés écrans pour financer des activités qui violaient systématiquement les droits constitutionnels des citoyens français. Les témoignages des anciens opérateurs de l'installation de la Pierre Saint-Martin, contraints de témoigner sous immunité judiciaire, révélèrent que le complexe souterrain était utilisé non seulement pour la surveillance des communications, mais aussi comme centre de formation pour des opérations spéciales en terrain montagnard, comme dépôt d'armes et d'équipements pour des missions non déclarées, et comme point de transit pour des agents et du matériel destiné à des opérations en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Le témoignage le plus accablant vint du colonel Michel Bertrand, ancien responsable de la sécurité de l'installation, qui confirma que Jean-Luc Moreau avait été délibérément attiré dans une zone piégée de la grotte, où il avait été neutralisé par une équipe d'intervention spécialisée et que son corps avait été dissous dans un bain d'acide industriel pour éliminer toute trace physique de son existence,
une méthode d'élimination développée spécifiquement pour traiter les problèmes de sécurité civile sans laisser de preuves compromettantes. Cette révélation horrifia l'opinion publique française et internationale, transformant Jean-Luc Moreau en symbole de la résistance citoyenne face aux abus de pouvoir des services secrets, et déclenchant des manifestations massives réclamant une réforme complète du système de renseignement français. Le procès aboutit à la condamnation de 12 agents et responsables des services secrets pour assassinat en bande organisée, atteinte à la sûreté de l'État par des agents de l'État, et destruction de preuves, avec des peines de prison ferme allant de 15 à 25 ans, marquant la première fois dans l'histoire française que des agents des services secrets étaient condamnés pour des crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. L'installation de la pierre Saint-Martin fut officiellement fermée et scellée, ses équipements démantelés sous supervision parlementaire, et le site transformé en mémorial dédié à Jean-Luc Moreau et à toutes les victimes des opérations clandestines non autorisées, avec une plaque commémorative rappelant que la démocratie exige la transparence et que nul n'est au-dessus de la loi, même au nom de la sécurité nationale. Les amis de Jean-Luc, Pierre Dubois et Marie-Claire Fontaine, furent officiellement reconnus comme héros de la République pour leur courage et leur persévérance dans la recherche de la vérité, et reçurent la Légion d'honneur des mains du président de la République lors d'une cérémonie solennelle à l'Élysée. Les conséquences de l'affaire Jean-Luc Moreau s'étendirent bien au-delà du système judiciaire français, déclenchant une réforme complète des services de renseignement européens et l'établissement de nouveaux mécanismes de contrôle démocratique sur les opérations clandestines dans toute l'Union européenne. Le Parlement français adopta la loi Moreau, qui établit un contrôle parlementaire strict sur toutes les opérations des services secrets, interdit l'utilisation de sociétés écrans pour financer des activités clandestines et crée un médiateur indépendant chargé de recevoir et d'investiguer les plaintes de citoyens concernant des abus potentiels des services de renseignement. Cette législation révolutionnaire servit de modèle pour d'autres démocraties européennes, inspirant des réformes similaires en Allemagne, en Italie et en Espagne, et contribuant à l'établissement d'un cadre juridique européen pour la supervision des activités de renseignement. La grotte de la Pierre Saint-Martin, autrefois site d'activités clandestines, fut transformée en centre d'éducation civique et de mémoire, accueillant chaque année des milliers de visiteurs, d'étudiants et de responsables politiques venus apprendre l'histoire de Jean-Luc Moreau et réfléchir sur l'importance de la transparence démocratique et du contrôle citoyen sur les institutions de sécurité. La Fondation Jean-Luc Moreau, établie par ses amis et financée par des dons publics, développa des programmes éducatifs sur les droits civiques, la surveillance gouvernementale et la protection des lanceurs d'alerte, travaillant avec des universités, des organisations de droits humains et des médias pour sensibiliser le public aux dangers des opérations clandestines non contrôlées. L'histoire de Jean-Luc inspira également une nouvelle génération de journalistes d'investigation et d'activistes des droits civiques qui utilisèrent son exemple pour développer de nouvelles méthodes de recherche et de protection des sources dans l'investigation des abus gouvernementaux. Des documentaires, des livres et des films furent produits sur son histoire, diffusant son message de courage civique et de résistance à l'oppression à un public international et faisant de lui une figure emblématique de la lutte pour la transparence démocratique au XXIe siècle. La communauté spéléologique internationale adopta également de nouveaux protocoles de sécurité et de communication pour protéger ses membres contre d'éventuelles représailles gouvernementales, créant un réseau de solidarité et de protection mutuelle qui honore la mémoire de Jean-Luc, tout en assurant la sécurité des explorateurs futurs. 25 ans après la disparition de Jean-Luc Moreau, son héritage continue d'influencer profondément la politique de sécurité nationale française et européenne, servant de rappel constant que la démocratie exige une vigilance éternelle contre les abus de pouvoir, même de la part de ceux qui sont chargés de protéger la nation. Les réformes institutionnelles déclenchées par son sacrifice ont créé un système de contrôle démocratique sur les services de renseignement, qui est maintenant considéré comme un modèle mondial, étudié et adapté par des démocraties sur tous les continents
qui cherchent à équilibrer les besoins de sécurité nationale avec la protection des droits civiques. La grotte de la Pierre Saint-Martin est devenue un lieu de pèlerinage pour les défenseurs des droits humains, les journalistes et les citoyens engagés du monde entier, qui viennent honorer la mémoire d'un homme ordinaire qui a fait des choses extraordinaires en refusant de fermer les yeux sur l'injustice et la corruption. Chaque année, le 15 mars, anniversaire de sa disparition, des cérémonies commémoratives sont organisées dans toute la France et dans de nombreux autres pays, rassemblant des milliers de personnes qui renouvellent leur engagement envers les valeurs de transparence, de justice et de courage civique que Jean-Luc a incarné. Pierre Dubois et Marie-Claire Fontaine, maintenant dans leurs 70 ans, continuent de diriger la Fondation Jean-Luc Moreau et de témoigner dans des universités, des conférences internationales et des forums politiques, partageant leur expérience et encourageant de nouvelles générations de citoyens à rester vigilants face aux abus de pouvoir. Leur message est simple mais puissant. La démocratie n'est pas un acquis permanent, mais un processus fragile qui doit être constamment défendu par des citoyens courageux, prêts à poser des questions difficiles et à exiger des réponses honnêtes de leur gouvernement. L'histoire de Jean-Luc Moreau rappelle que parfois, les héros les plus importants ne sont pas ceux qui portent des uniformes ou occupent des positions de pouvoir, mais des citoyens ordinaires qui choisissent de faire ce qui est juste, même quand cela met leur propre vie en danger. Son exemple continue d'inspirer des lanceurs d'alerte, des journalistes d'investigation et des activistes des droits civiques qui travaillent pour exposer la corruption et protéger la démocratie dans un monde où les tentations de l'autoritarisme et du secret gouvernemental restent constantes et dangereuses. Aujourd'hui, l'héritage de Jean-Luc Moreau transcende les frontières nationales et les générations, incarnant l'idéal universel selon lequel la vérité et la justice doivent prévaloir sur le secret et l'impunité. Même quand cette vérité dérange les plus puissants et remet en question les fondements mêmes du pouvoir établi. Son histoire est enseignée dans les écoles françaises comme exemple de courage civique et de résistance démocratique, inspirant des millions de jeunes citoyens à comprendre que la démocratie n'est pas seulement un système politique, mais une responsabilité personnelle qui exige la participation active et vigilante de chaque individu. La Fondation Jean-Luc Moreau a établi des partenariats avec des organisations internationales de défense des droits humains, des universités prestigieuses et des médias indépendants pour créer un réseau mondial de surveillance citoyenne et de protection des lanceurs d'alerte, utilisant les technologies modernes pour exposer la corruption et les abus de pouvoir partout où ils se produisent. Les prix Jean-Luc Moreau sont maintenant décernés annuellement à des journalistes, des activistes et des citoyens ordinaires qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel dans la défense de la vérité et de la justice, créant une communauté internationale de défenseurs des droits démocratiques qui perpétue son esprit de résistance et d'intégrité. La grotte de la Pierre Saint-Martin, transformée en centre de mémoire et d'éducation civique, accueille chaque année des délégations de dirigeants politiques, de diplomates et de responsables de la sécurité nationale venus du monde entier pour étudier les leçons de cette affaire et réfléchir sur les moyens de prévenir de futurs abus de pouvoir dans leur propre pays. Son histoire a été adaptée en opéra, en pièces de théâtre et en œuvres d'art qui continuent de toucher et d'inspirer des publics diversifiés, prouvant que les valeurs qu'il a défendues résonnent universellement dans le cœur humain. Jean-Luc Moreau, le guide de grotte qui a disparu en cherchant à cartographier les mystères souterrains, a finalement cartographié quelque chose de beaucoup plus important: le chemin vers une démocratie plus transparente, plus juste et plus respectueuse des droits de tous ses citoyens. Sa mort tragique a donné naissance à une révolution silencieuse mais profonde dans la façon dont les démocraties modernes conçoivent l'équilibre entre sécurité nationale et liberté civile, prouvant qu'un seul individu courageux peut changer le cours de l'histoire et laisser un héritage qui perdure bien au-delà de sa propre existence. L'histoire de Jean-Luc Moreau nous rappelle que dans l'obscurité des grottes, comme dans l'obscurité du pouvoir, il faut parfois une lumière courageuse pour révéler la vérité et montrer le chemin vers un avenir meilleur.